merci beaucoup pour votre accueil. Et j'ai passé une journée vraiment très agréable, pleine de rencontres agréables, d'échanges agréables, intéressants. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je ne pas seulement ça pour faire des remerciements d'usage, c'est parce que je pense qu'on pourrait peut-être ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas architectes. Alors, je vais mal commencer parce que je suis venu avec mon ami Patrice Vallée qui est architecte, mais toutefois, nous avons rencontré principalement des gens non architectes, et je pense pouvoir dire que notre problématique, c'est de l'architecture, c'est l'architecture comme forme, comme esthétique du bâtiment, et puis l'espace, c'est-à-dire l'intérieur du bâtiment. Mais l'intérieur du bâtiment, c'est pas que... C'est la vie du bâtiment, et c'est nous tous, c'est les gens qui l'habitent, c'est leurs usages, c'est la façon dont ils l'habitent, et qui doit, comment dirais-je, à laquelle l'espace qui construit l'architecture doit être attentif. Je vais vous parler de Bernard Guillouette. Je vais finir par, en finissant par Clisquot. Je vais brièvement, j'espère que ce ne sera pas trop long. Si jamais il y a des questions pressantes, eh bien vous pouvez lever la main et la poser. Vous pouvez m'interrompre, c'est toujours possible, c'est toujours bienvenu. Mais je vais parler un peu de sa vie. Pour essayer que ce ne soit pas une figure désincarnée, si vous voulez, que ce ne soit pas l'architecte avec un grand A à qui on attribue comment dirais-je, des pouvoirs créateurs étranges. Et donc, voilà. Et après, on finira par Clisquot et par les tribulations, les difficultés du quartier qu'on appelle aujourd'hui Clisquot. Enfin, c'est Clisquot-Conlo, mais pour nous, on appelle ça Clisquot. Bon. Donc, le grand-père de Bernard, Louis Guillouette, que vous voyez ici, c'est un entrepreneur doré. Il s'est installé vers 1900. Par tradition, la famille Guillouette se tournait plutôt vers Carnac et vers la côte sauvage, et ignorait plutôt le golfe du Morbihan. Ignorait, non pas par mépris, mais parce que ça ne l'intéressait pas spécialement. Ils n'y allaient pas là bien souvent. Mais lorsque Bernard Guillouette entreprend des études d'architecture, il veut, comme architecte, recommencer à zéro, et il s'installe à Vannes en 1962. Et... pardon, je vais aller trop vite là. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que je devais être. Il s'installe à Vannes et il élit domicile à Arradon, que vous voyez là, au bord du golfe du Morbihan, en 1960 environ. Peut-être photo aérienne. Et donc, oui, la photo d'avant, c'est une photo d'un... J'avais mis cette photo, cette image, d'un projet d'école, vous voyez, le genre de... Le genre, il fait ses études, je ne vous parle pas de ses études qui s'étendent sur une durée assez longue. Entre-temps, il fait des expériences diverses dans des agences, etc. Il voyage, bon, je passe un peu là-dessus. Et je passe donc au deuxième chapitre, c'était les débuts, ce que je viens de dire, les origines, si on veut. Et là, je vais parler de la maison comme fondation d'une cellule familiale et vers ce qui nous a intéressé aujourd'hui, un habitat groupé, puis semi-collectif et collectif. Pour beaucoup d'architectes modernes,
la pensée de l'habitat pour tous, collectif, dans des formes urbaines, émane de celle de la maison ou de la cellule familiale. Bernard a lui aussi accompli ce parcours en rapport à sa propre expérience de l'habitation, c'est-à-dire à sa propre biographie. Donc je viens de vous donner des images très brèves, que j'ai développées par ailleurs pour d'autres études sur ses origines. Cette maison que vous voyez là est une maison qu'il a faite à Arradon. Maison pour. Est-ce que vous arrivez à lire les légendes? Oui. Il conçoit donc la maison la plus marquante qu'il conçoit. C'est pas celle-ci, quoique celle-ci soit déjà intéressante, mais elle n'a pas été tellement remarquée, c'est pour ça que je la montre. C'est la maison qu'il fait pour sa propre famille, que voici. Qui est sur les hauts d'Arradon, d'où on voit le golfe du Morbihan. Et on ne parlait pas de Belle-Île aujourd'hui? Non. Je sais pas pourquoi. Mais enfin, en tout cas, ici, là, d'ici, là, on voit toujours, la personne qui habite là voit toujours, mais nous voyons, parce que donc j'habitais là aussi, c'est la maison familiale, le phare de Bangor, à 50 km. On ne voyait pas un éclat très vif, mais quand on avait les yeux aiguisés comme les miens, on voyait le phare de Bangor. Et on voyait la Téniose, on voyait Pornavalo, on voyait les phares qui sont grosso modo sur cet axe-là. Il dessine également, il conçoit ces maisons-là à l'île de Watt, qui sont à peu près de façon contemporaine, et qui sont remarquées. Il conçoit cette maison, il construit cette maison à Carnac, toujours dans les mêmes années. Une autre maison à Carnac. Une maison à l'île aux Moines, première maison à toit plat. Soit dit en passant, si on se réfère à ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a 80% de sa production de maison, on va dire que c'est le champion des toits. Mais là, on voit qu'il fait une maison à toit plat, à toit de terrasse, et c'est sa première maison à l'île aux Moines. Première maison à toit de terrasse. Une maison sur la presqu'île de Quiberon, où il semblerait qu'il ait eu probablement une contrainte d'être obligé de faire un toit de pente identique surjoigné en festage, mais elle a tout de même des caractères d'intégration dans le site qui sont tout à fait remarquables, tout à fait intéressants, que je peux vous dire en deux mots, c'est-à-dire que à gauche, on est au bord de la mer, il y a une espèce de dune, et le plancher intérieur de cette maison est à peu près à 50 cm en dessous de la neige, quelque chose comme ça, ou 1 mètre en dessous. Et donc, on descend par rapport au terrain, on a les pieds à l'intérieur du séjour, un peu en dessous, enfin, c'est une contextualité tout à fait étonnante. Bon. Je ne veux pas que je m'étende trop. Voilà une maison à l'île aux Moines, 1975. Une maison vitrée. Vous voyez, c'est une maison en bois. Le contexte est différent. C'est une maison un peu donjon, c'est-à-dire que toutes les faces sont percées de la même manière, on tourne un peu, et en plus au milieu, il y a un escalier qui distribue l'escalier par demi-niveau au milieu. C'est une grande virtuosité spatiale, c'est-à-dire de distribution intérieure. Et c'est une époque où il a développé la distribution par demi-niveau. Bon, je dis ça, je repasse un peu, ça ne nous intéresse peut-être pas beaucoup aujourd'hui. Voilà une maison à l'île aux Moines. Alors vous voyez, dans la chronologie, je ne suis pas très bon, là je reviens à 74. Et puis,
voilà la dernière maison qu'il a faite pour lui-même, à Aradon, la deuxième maison qui était après celle-là. C'est pas le même genre. J'aurais pu vous montrer une photo de l'ensemble de la maison, mais ce que je pourrais dire de cette photo-là, c'est que elle montre les deux grands murs que vous voyez à gauche et à droite. C'est un peu comme des maisons. Et sans en avoir le but consciemment, je pense, il y a une sorte de théâtralité qui se développe dans son architecture. Et quand je parle de maisons, là, vous voyez les deux grandes formes de pignons rassemblées par une passerelle, c'est une connotation un peu urbaine, vous voyez, comme un pont, si on veut. Il y a quelque chose de théâtral. Mais la théâtralité, c'est une façon de décrire, c'est pas une façon de vivre. La façon de vivre d'une maison comme ça est extrêmement aisée et agréable. Et je dis pas ça par éloge, je dis ça parce que j'ai vu mon père et ma mère vieillir là, et de manière on ne peut mieux, on ne peut plus facile à vivre. Alors, ce qu'on peut appeler le projet d'Illouette se base sur deux constantes solidaires entre elles. Là, je vais rentrer un peu dans le dur du sujet. Premièrement, une cohérence. Alors, je vais prendre, pour illustrer cette image-là, peut-être. Une cohérence entre trois choses: architectonique, espace et volumétrie. L'architectonique, on va dire que c'est un mot un petit peu savant pour décrire les grosses choses solides du bâtiment. Les murs, les poteaux, le toit, j'extrapole un petit peu, mais en gros c'est ça. Vous voyez, sur cette maison-là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un toit posé sur un mur. Donc, première constante, une cohérence entre architectonique, espace et volumétrie. Et deuxième point, ce que j'appelle un réalisme économique et social. Quel que soit le budget du client, quel que soit le programme. Cette méthode induite, qui s'est mise en place, qui semble venue naturellement avec l'enthousiasme des premières maisons que je vous ai montrées là, l'a rendu apte à concevoir des projets pour des bailleurs sociaux, d'abord en maison groupée, comme nous avons vu aujourd'hui, qu'il a dessiné sur le modèle de sa propre maison. Alors, voilà sa propre maison, et voici maintenant, je vous montre assez rapidement une dizaine d'études de Clisquot 1. Clisquot 1, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est l'ensemble de maisons principales qui se situe juste au nord de la Rocade par rapport à Avelmore. Et alors, vous voyez cette photo, dans cet assemblage-là, comme un grand V, vous voyez un grand V ouvert. Moi, j'y vois un peu un fronton inversé aussi. Il y a quelque chose d'un petit peu monumental quand même. Alors que l'intention est évidemment pas monumentale, mais il y a tout de même une forme qui est ce sur quoi j'ai insisté ce matin, c'est comme la maison que je vous ai montré avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un grand mur sur lequel il y avait un grand mur en pierre horizontale qui dépassait de l'emprise elle-même de la maison et sur laquelle était posé le toit. Vous voyez là, finalement, on a la même idée, c'est-à-dire qu'on a un rez-de-chaussée, en maçonnerie, alors au plan, là c'est un peu jaune, mais disons qu'on a une horizontale très, très marquée, qui est reprise d'ailleurs, j'ai peut-être pas de photo, mais moi je l'ai remarqué aujourd'hui partout, c'est repris par les haies, tout simplement, les haies séparatives de jardin. Et puis au-dessus, on a ces formes qui sont expressives du point de vue architectural. Alors, les plans, là,
En haut, vous avez les plans des hameaux de Clisquette, 1. Et puis après, vous avez en dessous, ça c'est Clisquette 2. En plan, il y a, enfin, en volume, ce qu'on a vu ce matin déjà, je voudrais savoir combien de personnes étaient là ce matin? Oui, pardon, cet après-midi, dans la visite. D'accord. Et combien de personnes n'étaient pas là? Ah ouais, c'est moitié-moitié. Donc je vais quand même répéter les choses que j'ai déjà dites ce matin. Donc, entre ça, vous voyez, et ça, il y a une variante importante dans les toits. Le toit, on n'a plus le toit initial de la maison qu'on a vu, de la maison privée, avec deux pans de toiture qui ne se rejoignent pas au faîtage. Ici, on a des pans de toiture qui se rejoignent au faîtage. C'est plus classique, si vous voulez. Et d'une part. D'autre part, on a en plan un retravail. Bon, c'est un peu un détail par rapport à tout ce que j'ai à vous dire, mais c'est pour montrer le travail sur le plan. Vous voyez ici qu'on a la largeur de l'entrée de garage, et ici la porte d'entrée qui est juste au ras de la porte du garage. Ben là, il va changer. On a l'entrée du garage ici, et un petit porche pour le porche d'entrée. Qu'on voit ici, vous voyez, le petit porche là, et le garage. Donc ça, c'est un aspect important qui montre le travail de l'amélioration du plan, des fonctionnalités, de l'usage de la maison. Alors, il reprend néanmoins, évidemment, le rez-de-chaussée, le mur du rez-de-chaussée en maçonnerie, et au-dessus, le toit en fermette industrielle, c'est-à-dire en ossature bois, qui comprend l'isolation thermique et la couverture la couverture, soit en pan de toiture, soit en bardage, mais c'est la même nature de couverture. Après cela, alors un petit détail qu'on peut noter, c'est que c'est dans les fenêtres. Ici, on a des fenêtres qui sont ce qu'on appelle au nu extérieur. C'est-à-dire qu'avant, c'est la première fois qu'il prend ce dispositif. Avant, même quand les fenêtres étaient dans du bardage, elles étaient classiquement au nu intérieur. Vous voyez, voilà une menuiserie qui est au nu intérieur. Là, il les met au nu extérieur, ce qui signifie que l'épaisseur du mur bénéficie à l'intérieur de la pièce. C'est pas du tout négligeable pour des petites pièces, d'une part. Deuxièmement, il y a une cohérence thermique à mettre dans la continuité de l'isolant extérieur, puisque là, on est dans une isolation à l'étage qui est donc, on peut dire extérieure, vous voyez, c'est-à-dire que et en plus, il y a aussi un avantage économique à faire comme ça. Et ça, c'est un dispositif qui va reconduire ultérieurement, soit dans ces maisons privées, soit dans le logement collectif. Ici, d'ailleurs, c'est pas toujours le cas. Par exemple, c'est pas le cas ici, mais c'est le cas ici. Alors, c'est peut-être encore un peu hésitant, mais bon, c'est pour montrer le souci, c'est-à-dire que c'est pour montrer que l'architecture, la forme architecturale, est toujours liée à des considérations pratiques, économiques et pratiques d'une manière générale. Maintenant, on arrive donc à Velmort, on a traversé la rocade, voilà les bâtiments qu'on aperçoit dès l'entrée dans le quartier. Et la silhouette a quelque chose à voir
avec ça, vous voyez. On est dans la même veine un petit peu esthétique. Alors, ce qu'on voit ici, plutôt ce qu'on ne voit pas sur cette photo-là, de même que sur cette photo-là, ce qu'on ne voit pas, eh bien, ce sont des voitures devant les bâtiments. Dès l'entrée nord du quartier de Clisquet, donc, premièrement, la dualité des murs blancs en partie basse, des toits en ardoise au-dessus, est reprise dans les plots, ici, là, dans les plots. On appelle ça des plots, c'est des bâtiments qui sont comme des petites tours, si vous voulez. C'est un peu des sentinelles à l'entrée du quartier. Et donc, elle se poursuit. Là, vous voyez à gauche, au fond, les mêmes plots, et puis les bâtiments d'Avelle-Mort. Vous voyez cette dualité du bas et du haut. Faire ce qu'on appelle une écriture, si on veut, architecturale, extrêmement simple, qui donne une esthétique au bâtiment. Une unité aussi à l'ensemble. Mais l'architecture se pose aussi dès lors que le projet est collectif, c'est-à-dire dès qu'on a, on va dire, 5 maisons assemblées. La question de la place de la voiture dans l'espace, de ses stationnements et du passage de la voiture au logement. Et cette question, il s'est posée depuis au moins 2 projets antérieurs. Ce projet de la Rabine, 1966, c'est la moitié effacée en bas, qu'il a créé avec Félix Madeline. Et vous voyez que vous avez 4 bâtiments posés sur des pelouses, et les voitures sont en périphérie. Et les pelouses sont traversées par des cheminements piétons. Ce qui fait que, d'une part, la proximité des bâtiments n'est pas entachée par les voitures. D'autre part, il y a quelque chose qui est plus... dont on parle moins, mais qui est sensible, c'est l'échelle de la personne. C'est l'échelle de la voiture et l'échelle de la maison. Et la voiture qui rentre dans la maison, ça crée une confusion. Ça crée une confusion d'échelle. Dans une petite maison qui va faire 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, 120 mètres carrés, vous mettez un garage là-dedans, ça crée une rupture. Ça crée des tas de problèmes. Ça crée des problèmes d'accès, des problèmes de coût. Parce que vous dépensez autant d'argent que pour un salon ou une chambre. Vous voyez, ça fait partie du bâti principal. Donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles, et la principale étant, on peut dire, j'ai envie de dire morale, presque, d'écarter la voiture du bâti d'habitation. Voici un autre exemple. Alors ça, c'est un concours de 1975, également sur la rocade, mais partie nord, le Pargo, ça s'appelle, qui n'a pas gagné, mais vous voyez que là aussi, il y a des séries de parkings en périphérie, et les blocs d'habitation sont disposés autour d'un espace vert, et l'essentiel de cet espace vert est absolument indemne de voitures. Et là, je vous montre l'ensemble, parce que après j'ai des photos aériennes, mais là on la voit mieux que sur les photos aériennes. Je vous montre l'ensemble d'Avelle-Mort. Donc à Clisquet, le projet d'Avelle-Mort comprend donc les plots d'habitation. Là on a le rond-point, on a l'entrée dans l'avenue de Suffren ici. Et puis, il y a cet ensemble de collectifs, alors ça c'est une collectif comme on veut, et puis ici il y a un ensemble de maisons
qui relient un peu les deux, qui ont leur jardin de ce côté-là. Et ici, on a 2 places donc surélevées sur les parkings. Avec des entrées de parking ici, ici, ici. Voilà une des placettes. Celle-ci qui est bien arborée, bien plantée. Et par ailleurs, à l'extérieur, vous voyez ces espaces verts de récréatifs. Je ne sais pas s'il n'y a pas un jeu de boules ici, je ne me rappelle plus où c'est d'ailleurs. Avec cette terrasse, chaque logement a une terrasse, je crois que Hélène Status-Müller l'a dit tout à l'heure, soit une terrasse, soit des beaux windows. Quand il y a de la place à l'extérieur, on met des terrasses, des grandes terrasses. Donc j'ai eu le plaisir de voir qu'elles avaient été changées, intégralement remplacées à l'identique, ce qui veut dire que tout de même le bailleur fait attention. Parfois on discute d'autres choses, on en parlera peut-être, mais là c'est très bien. Et voilà aussi un passage qui montre. Attendez, c'est pas ça que je voulais prendre, je suis trompé. Voilà, un passage piéton qui montre une continuité. Vous voyez qu'il n'y a pas de voiture. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de voiture nulle part. Hein. On en a vu tout à l'heure, aux entrées de parking, il y a quand même des parkings extérieurs adjacents. Mais ce n'est pas une marée de voitures. Alors, moi je pense que cette question de la voiture, pas la voiture, c'est évidemment pas dans mon esprit, enfin dans mon esprit. Si je dis dans mon esprit, je ne veux pas dire évidemment pas, parce que c'est subjectif. Mais en tout cas, dans mon esprit, c'est pas pour diaboliser la voiture. C'est une question d'échelle corporelle. Bernard Guillotte n'était pas écolo, c'est pas un anti-voiture. C'est pas du tout, il a toujours eu des bagnoles, il a toujours circulé en voiture, il n'a jamais fait 2 kilomètres à pied pour aller acheter son pain. C'est un homme de la voiture, un homme comme tout le monde. Mais je pense que c'est une sensibilité de l'architecture à l'échelle humaine. L'échelle humaine avec la voiture, c'est pas la même que l'échelle humaine avec la maison, l'appartement, l'habitation. Et donc, séparer les deux, créer des transitions. On peut dire qu'il y a la voiture, la maison et la verdure, on peut dire. C'est 3 espaces différents. Et ce que je vous montre sur Avelmore, il a essayé de l'appliquer avec évidemment des situations souvent différentes dans tous ces autres projets de collectifs et d'individuels. Enfin, pour l'individuel, ça se pose évidemment différemment, hein, mais disons principalement de maisons groupées. Quand je dis collectif, je considère que les maisons groupées, c'est du collectif. Donc, alors, on pourrait aussi, vous voyez, sur cette photo, ça c'est une photo, vous voyez, ancienne, c'est un champ devant la sortie de voilà. Et ce qu'on voit sur cette photo, c'est que il faut penser un peu au bombement du terrain. Vous voyez. Et Cliscott, ça se situe au sommet. Et il y a un peu une idée, je pense, de ville-colline, quoi, si vous voulez. Il y a une topographie, il y a une continuité un peu topographique du sol réel à la masse bâtie, quelque part. Et je pense que cette idée-là, elle existe parce qu'on ne voit pas de voiture autour. Quand il y a des voitures autour, ça change tout. Voilà. Alors, bon, maintenant je vous montre, ça, il a construit ça dans la Sarthe, parce qu'il a beaucoup travaillé dans la Sarthe. Et il a beaucoup travaillé dans la Sarthe, et vous voyez que là aussi, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit une petite ligne, là, ce sont des parkings de ces maisons-là qui sont séparées. Donc, quelque part à droite, là-bas, là,
il y a aussi un ensemble de garages tout simples, les choses les plus simples possibles. Et c'était un système qu'il employait de mettre toujours les voitures à l'écart. Et c'était moins cher que de les mettre dans la maison. Et vous voyez bien que devant ces 4 habitations, 5 avec celle-ci, on n'a pas de voiture. Il y a une échelle du piéton qui est beaucoup plus agréable. Et il faut faire 40 mètres pour aller chercher sa voiture. 50, allez. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, mais il y a des gens qui veulent la voiture dans la baraque. L'architecte dit, non, la voiture dans les gars. Vous voyez, il y a une sorte d'autorité, on peut dire, qui s'impose, que l'architecte impose, je crois. Oui, pardon? Les vélos. Et les vélos, vous les mettez où? À l'époque, il n'y avait pas de vélo, mais le vélo, je pense que des maisons comme ça, oui, c'est vrai, c'est une question intéressante. Vous savez, 94, ça fait un bail déjà, 30 ans. Non, c'est bien sûr, la question du vélo se pose. Une fois qu'on a résolu la voiture, le vélo est en bonne passe de résolu. Alors maintenant, je vais passer un petit peu à Veldreau. Bon, Veldreau diffère beaucoup de celle de la façon d'architecture de Velmor, notamment dans le rapport entre les murs et les toits. Vous voyez que c'était un rose saumon, rouge un peu à l'époque. Aujourd'hui, c'est jaune. Mais le rouge à l'époque avait été commenté par les autorités municipales. Alors, excusez-moi une seconde. Oui. Alors, donc parmi les différences dans la pensée architecturale entre Aveldro et Avelmore, il y a la question de la desserte qui est urbaine. Avelmore étant à la fois signalé et accessible, comme on l'a vu, depuis le même point d'entrée dans le quartier, au nord, depuis l'avenue de Suffren, qui descend, et Aveldro étant perçu et signalé depuis la rocade, vous voyez sur cette photo, mais il est signalé depuis la rocade, mais accessible depuis l'intérieur du quartier. Vous voyez. Puis il y a la question stylistique. Là, l'architecte a expliqué, pour une part, l'abandon du modèle d'Avelmore par le fait que le budget ne permettait plus de réaliser des vendages extérieurs. Mais, alors voilà une autre vue d'Avelmore, de l'intérieur du quartier. Donc là, il est ouvert, vous voyez. Alors, on peut dire que là, c'est fermé, là, c'est ouvert. Donc je reviens à la question de la forme architecturale. Mais il y a aussi de nouvelles influences. Des influences esthétiques, on peut dire, ou architecturales, enfin, disons, qui semblent avoir joué, celle de rappeler des images anciennes, ici, celle médiévale, de hauts murs, donc ici, là, de hauts murs surmontés de toits, vous voyez. Ça rappelle un peu les remparts de Vannes, évidemment, ou encore, avec les pignons, de rappeler des images du nord de l'Europe. Et vous voyez que là, les pignons, il y a les Aveldro. Voilà, vous voyez. On a visité ça ce matin, ça c'est les plans. Ah, ça n'est pas avancé. Mais il y a aussi cette vue cavalière. Cette vue cavalière de Clisquet. Alors, pour vous situer, la rocade est là, Avelmore c'est là, Aveldro c'est pas encore construit, mais dans cette vue cavalière qui dessine, qui imagine une extension du quartier, on voit une influence un petit peu un peu médiévalisante, j'ai envie de dire, avec des toits, avec une place avec des arcades ici, vous voyez, des choses comme ça. Alors maintenant, je vais parler du quartier. Alors, bon,
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir de Veldro, à partir de là, il va développer une architecture de pignon. Le pignon, qui est une forme expressive. Vous voyez. Si vous regardez la même maison, le même volume, si vous isolez ça, par exemple, vous le regardez latéralement, ça ne donne pas une expression très satisfaisante. Là, on a une espèce de jeu plus intéressant. Par ailleurs, le pignon, c'est aussi quelque chose qu'il faut habiller. Le bardage est tout à fait pertinent pour des raisons de protection des intempéries. Maintenant, je voudrais passer au quartier de Clisquot. Ça fait déjà 40 minutes presque que je parle. Alors, plusieurs projets se sont répartis dans... Bon, ça c'est les plans de Veldro. Alors voilà une photo aérienne de 1977. Bon, là, Clisquot 1 est en cours de chantier, et le quartier de Clisquot, c'est grosso modo, c'est ça, avec, comment ça s'appelle, Square du Morbihan. Square du Morbihan. Voilà, qui est ici, vous voyez. Et à l'époque, c'était Conlo, et c'est devenu ça, Clisquot. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça. Donc, Avelmore 1, donc plusieurs quartiers se sont... Donc on va avoir Avelmore 1 et 2 qui sont ici. Bon, faites pas attention à 1 et 2, bon, il y a une unité, il y a une continuité. Il y a Veldro ici. Et la rocade qui est tracée seulement jusque-là. Et on peut dire qu'il n'y a rien, comme il disait dans l'interview tout à l'heure, il n'y a rien, quoi. Et vous savez, c'est comme on dit l'écrivain dans sa feuille blanche, hein, c'est pas facile de faire quelque chose quand il n'y a rien, il faut beaucoup cogiter. Et je vais vous montrer un certain nombre de projets d'évolution de l'étude. Donc, alors, il faut dire qu'il n'était pas tout seul. Il s'est adjoint la collaboration, ou l'association, comme on voudra, d'un ami de ses études, qui s'appelle Gabriel de Villard, qui est venu travailler à l'agence, et ils ont étudié ensemble, enfin comme il avait d'autres projets, Bernard ne faisait pas que ça, mais ils ont confronté ensemble leurs idées. Qu'est-ce qu'on voit sur cette première étude? Je vérifie que c'est bien la première. Oui, c'est ça. Donc, ce plan initie une série, donc on va voir des variations qui témoignent d'une recherche selon diverses formules, à la fois des types de groupements d'habitat et de motifs de maillage du quartier. De maillage, ça veut dire de quadrillage, de maillage vière, de rue du quartier, pour le qualifier comme territoire. Vous voyez, parce que là, c'est un territoire qu'on peut dire agricole, là ça va devenir, ça veut devenir un territoire urbain. Donc, il y a une volonté initiale et primordiale des architectes apparaît, établir parallèlement à l'artère nord-sud, qu'on voit ici, enfin je dis grosso modo nord-sud, ça courbe, ce qu'on appelle aujourd'hui, parallèlement à ça, ici, ce qu'on appelle aujourd'hui une circulation douce, qui passe sous la rocade. Je ne saurais pas vous dire exactement où ça aboutit dans Clisquot, dans les hameaux de Clisquot, mais quelque part par là, quoi. Et pour les vélos et les piétons. Vous voyez, les vélos, on y pense quand même. Le tracé de cette circulation veut trancher avec les repères orthonormés du bâti. Vous voyez que l'ensemble du bâti dessiné est orthonormé, orthogonal, et ça veut faire une diagonale comme ça qui se promène.
Euh, mais il s'appuie, cette coulée verte s'appuie sur cela, sur un bâti diagonal, ici, qui est situé au cœur du quartier. Bon. Et cette diagonale ne va pas cesser, comme on va le voir sur les plans, de se renforcer. Elle va devenir un point central dur, et elle semble aller de pair, cette forme diagonale, là, ce plan, là, ce bâtiment, des équipements, je ne sais pas trop ce que c'est, elle semble aller de pair avec le refus d'établir un axe est-ouest. Vous voyez qu'ici, on a déjà une entrée ici, mais l'axe est-ouest va buter toujours là, qui croiserait avec cet axe nord-sud. Là, je parle de ce que vous avez déjà en esprit qu'actuellement ça croise. Oui. Et donc, je vous parle de l'étude de l'architecte. Et on va voir à quoi ça arrive. Alors, les variations d'approche de définition d'un maillage butent sur cette contrainte inhérente à la volonté initiale et échoueront, dans les différentes variations qu'on va voir, échoueront à proposer en vérité une solution urbaine. Alors à chaque fois, j'ai montré la vue d'avant pour que vous puissiez vous repérer, si vous voulez. Ah, ça va pas. Voilà. Alors, je vais les passer. Alors, vous allez. Ça va très vite, peu importe. Mais bon. Alors maintenant, vous pouvez regarder. Vous voyez que ce dont je viens de parler, c'est là. La coulée verte, elle est là. Et l'entrée qui bute ici, elle est là. Là, le chemin de Clisquot qui doit être là. Enfin, la pénétration là, qui bute toujours là. Et puis vous voyez que en violet, là, vous voyez, c'est Avelmore, mais dans un état qui n'est pas définitif. Parce que tout ça, c'est encore orthonormé. Ça fait une espèce de manivelle comme ça, et c'est pas. Il n'y a pas de. Après, ça va changer. Et puis, tout ça, c'est spéculatif. C'est du bâti. On pourrait le décrire, mais. Bon. Après, vous avez ça. Et là, il y a un peu un travail, ça varie un petit peu là, à Avelmore. Ici, vous avez la même chose. Vous avez ce genre de courbe, là. Il y a une sorte de rêverie un petit peu paysagère, comme ça, de promenade. Ici, vous avez une grande courbe qui suit probablement les courbes de niveau, qui distribue par là, qui va venir retrouver le score du Morbihan ici et l'entrée dans Cournot ici. Je continue. Et ici, enfin, donc, toujours les mêmes ce que j'appelle des rêveries, si vous voulez, parce que le tracé des rues est clair, mais l'identification de tout ce bâti ne l'est pas toujours, mais on peut imaginer qu'elle l'est, parce qu'on voit une espèce de hérissement, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, qui pourrait ressembler à des clôtures de jardin. Mais il y a autre chose parce que ce matin je parlais, je ne sais pas si j'ai fait allusion, mais donc Gabriel de Villars, c'est quelqu'un qui a travaillé sur des plans urbains, parisiens, même des concours internationaux, et il y avait cette idée d'urbanisme sur dalle. Dans ces urbanismes, et puis et vous voyez ce genre de motif là, vous voyez une espèce de rue qui se termine dans une espèce d'élargissement qui pourrait être une raquette, quelque chose comme ça, un parking, enfin un demi-tour. Donc on trouve ça ici, et je me demande si on ne trouvait pas déjà avant. Non, je voulais montrer autre chose, mais c'est pas grave. Ici, et enfin, ici, surtout, on trouve la forme d'Avelmore, avec les deux places, on les voit bien définies, et cette aile-là, parallèle à cette coulée verte ici, qui maintenant prend
un aspect plus sinueux, mais bon, et toujours parallèle à ce bloc-là qui prend de l'épaisseur et qui bloque toujours l'entrée ici. Voilà. C'est une obsession d'architecte, et il faut dire une chose, c'est que je pense que, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les métiers, mais quand on cherche quelque chose, et, en tout cas en architecture, quand on a un plan et qu'il y a quelque chose qui bloque, on a tendance à le garder. C'est très étonnant, on a tendance à le garder. C'est-à-dire que pour supprimer ce qui est bloquant, il faut, je ne sais pas ce qu'il faut, mais il faut prendre une bonne douche froide, quoi. Et là, de toute évidence, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une sorte, je sais pas, moi je vois ça comme une absurdité, je sais pas, c'est impossible à savoir. Et de son vivant, c'était impossible à savoir aussi. Je pense. Je sais pas, enfin, je pense que... En tout cas, là je suis en train de parler de problèmes, vous voyez. Je suis pas en train de dire que il suffit de continuer l'architecture de Bernard Guillouette. On a vu des choses magnifiques ce matin, et après ça, il y a d'autres choses magnifiques aussi. Mais moi, là, je vais me recentrer sur Plisquat, et je n'ai pas fini. Hein. Mais bon, vous voyez que là, alors là, je passe à l'image suivante. L'image suivante. Alors, bon, voilà, là, vous savez, on a la rue, je crois que c'est rue de Kerguelen, ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et puis là, la rue de l'Océan. Alors, vous voyez que Kerguelen existe, l'Océan n'existe pas encore. Ouais. Mais au début, ça y est pas. Et je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit que ce tracé, ça vient de l'agence Bernard Guillouette, même si c'est une architecture qui n'est pas du tout Bernard Guillouette, avec des problématiques, des idées urbaines un peu étranges. Bon, en tout cas, au début, j'ai trouvé ça une absurdité dans le plan existant. Je vais passer ici, là. Vous voyez, c'est ici, là, et ça. Mais j'ai fini par l'intégrer, dans le fond, le trouver légitime, une expérience légitime, dans toute cette partie nord de Guillouette. Là, on a je crois, les mêmes choses. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les manifester, hein, sur le dessin, ou sur, je sais pas quoi, parce que là, je ne peux pas tout décrire. Ici, on voit un truc intéressant, c'est que... Ah, j'ai plus le... Ah, c'est bon, vous voyez tantôt là. Alors, bon, vous voyez qu'ici, bon, là, on a Velmort, les 2 places, et ici, on a les 3 plots d'entrée d'Avelmort 2, là, l'entrée du... Et vous voyez qu'ici, à l'emplacement d'Aveldro, on a les mêmes carrés. Donc, il imagine d'abord reprendre ça ici. Mais le reste... Alors, le reste a changé. Hein. Vous voyez ici, là, on n'a plus ça, là. Vous voyez que là, il y a une autre spéculation de circulation. Il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose qui se développe. Mais on a toujours le blocage ici. On a toujours cette diagonale bâtie qui devient de plus en plus forte, qui s'articule ici avec... vous voyez cette diagonale qui s'articule sur une place ici. Semi-circulaire. Pardon? Semi-circulaire. Oui, c'est ça, oui. On a vu en vue cavalière tout à l'heure. Ah ben exactement. C'était une idée comme ça, c'était pas... Mais c'est une manière de justifier, vous voyez, cette axialité-là. Il avait besoin de se justifier. Mais on voit bien rétrospectivement que par rapport à tout l'ensemble, ça ne résout rien. Alors, voilà la vue aérienne à un moment donné. Donc là, on est battu. Alors là, je les ai mis dans le chronologique. Hein. Donc, ce que j'ai montré ici avant, c'est une étude, tandis que ça est à peu près comme ça. Hein. Là, on était en
on était ici, là, on est en mars 80, et ici, on est en mai 80, peu de temps après. Et donc là, vous voyez que Velmort est en cours de construction, Velmort 1, Velmort 2 en cours de début. Ici, l'îlot, la rue de l'Océan est construite, la rue de Kerguelen n'est pas encore prête, et bon. Ici, je ne dis rien, je veux dire. Alors, oui. Ici, là, toujours la même axialité forte. On a un bloc extrêmement rigide, extrêmement constitué. Vous voyez la force que ça prend. Alors, tout ce qui est dessiné là est beaucoup plus fin. Il y a une autre, vous voyez, là, je suis en train de vous parler un petit peu du cœur de ce que c'est que le projet d'un architecte. C'est-à-dire les difficultés qui apparaissent, les apories, comme on dit, c'est-à-dire les cul-de-sac. Et quand on est au bout d'un cul-de-sac, vous imaginez quand on est... Moi, quand j'étais gosse, j'étais somnambule. Et je me trouvais dans un cul-de-sac, j'étais perdu. C'est ça, quoi. C'est le cul-de-sac, on peut dire. Et tout prend une dimension angoissante, quelque part. Et là, pour moi, c'est tout à fait flagrant. C'est l'endroit le plus épais, vous voyez, par rapport à tout le reste. Tout le reste peut être discuté, amendé. Ça reste toujours aussi rigide. Voici encore une autre fois. Excusez-moi, là c'est un petit peu renversé parce que la photo aérienne a été prise un petit peu. Mais enfin, vous repérez, vous voyez que ça commence à prendre forme à Velmort et à Veldro. Là on est en 82. La rue de Kerguelen. Là à Veldro qui commence à. Et on voit le résidu que nous avons vu tout à l'heure. Il y a des grands peupliers là. Je crois que c'est des peupliers qui sont plantés et qui sont le résidu de l'ancienne coulée verte qui était imaginée de là, qui devait traverser comme ça. Et qui existe de l'autre côté, au niveau, on a une coulée verte de l'autre côté, dans le hameau de Clisquet, entre les deux, au milieu de... Alors, qui oui, correspond. alors je pense qu'on doit le voir ici, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui. Il manque plus que le passage souterrain. Oui, la passerelle. Ou la passerelle. Oui, le passage souterrain. Oui, mais un passage piéton, je trouve que ce serait pas mal. Ça serait bien. Avec des boules rouges comme en Angleterre, là. Les voitures s'arrêtent, ils sont pas obligés de faire... Ça aurait du sens. Ou pas. On va proposer. Donc voilà la photo aérienne de 1982. Et là, on a... je pense que là, on a Havel... vous voyez, ici, là, c'est des pavillons qu'on a visités chez Stéphane et Stéphanie. Et puis là, c'est l'entrée actuelle. Et la rue, elle va jusque-là. Bon, et là, on est en 1982, mais est-ce que ça marche? Et là, 1983, concours de ZAC. Le concours de ZAC concernait le centre de Clisquet, et non pas toute la zone. Et donc, dans l'interview de tout à l'heure, Bernard Guillouette, il faisait allusion à un paysagiste, Alexandre Chemetov, le paysagiste français le plus connu aujourd'hui, effectivement, déjà quand il a fait l'interview. Quand il est intervenu là en 83, il avait déjà beaucoup de cornes à son arc. Et voilà le très étrange plan qu'ils ont fourni, que je trouve absolument étonnant par ce qu'on pourrait appeler la typologie de logement, c'est-à-dire que c'est très intéressant, c'est-à-dire des grandes lignes comme ça, des grandes lignes qui peuvent être probablement de l'intermédiaire, comme il y a ici, vous voyez, cette petite expérience-là, intermédiaire ou individuelle, avec des jardins, vous voyez, on voit bien les petites peignes qui signifient les jardins, des espaces piétons, et puis
dans des grandes lignes, articulées avec des cours fermés. Ici, des cours qui sont à la semblance d'un vélodrome. Donc il y a une continuité architecturale typologique d'un vélodrome. Ça, c'est très intéressant, c'est très positif, parce qu'on peut imaginer que il va y avoir une amélioration du type. Ça, c'est certain. Quand un type s'affirme, c'est comme l'être humain. Enfin, c'est darwinien, on peut dire. Il y a une espèce d'amélioration des types, des formes, ou si ce n'est d'amélioration, du moins de déclinaison, on pourrait dire. On voit que ce bâtiment-là, il prolonge la rue qui existe, mais bing, encore cette diagonale, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ces espaces-là? Ben ça, c'est des espaces publics, un peu indéterminés, mais on peut imaginer des commerces en fait d'immeubles, ou je sais pas quoi. Bon. Et donc, il y a toujours cette butée sur la diagonale. La coulée verte ici, elle a vraiment pris un coup dans l'aile parce que elle existe, mais elle n'a plus cette diagonalité là, cette circulation là. Bon, c'est pas très grave en soi. On voit qu'il y a beaucoup de dessins, de végétation diverses ici et là. Chez Beethoven, il sait ce que c'est quand même que la végétation, c'est son métier. Ici, il y a toute une zone humide qui est respectée, je crois me souvenir. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. Après, je vais vous montrer la photo aérienne actuelle. Et il y a, alors, autre chose étrange, alors il y a cette idée de butée, mais il y a la façon dont est dessiné le réseau Vière. Ça, c'est assez étrange. On ne sait pas quelle largeur ont les rues. Ici, ça existe, alors il est ici tel que c'est, mais comment c'est desservi, c'est assez difficile à savoir. C'est volontaire. On ne sait pas le rapport entre ce bâtiment-là. Par exemple, le bâtiment entre. Ça, c'est la Védro. On sait qu'on rentre là, c'est pas compliqué. Mais le rapport entre ce bâtiment-là, par exemple, et la rue, le rapport entre cet ensemble de maisons ou de semi-collectifs-là et la desserte, moi, je ne le vois pas. Et je pense que je trouve que c'est intéressant comme projet inachevé. Enfin, c'est essentiellement inachevé, quoi. Alors, il y a des grandes œuvres hein, dans le passé. Les plus grands artistes ont fait des œuvres inachevées. Hein. C'est pas, quand je dis inachevé, c'est pour lui donner de la hauteur, on peut dire. Mais enfin, on peut dire que ça donne une excuse au jury qui, effectivement, comme disait Bernard Guillouette dans l'interview, voulait plus Guillouette parce qu'il avait eu assez, quoi. Ça, c'est certain. Ça, c'est une certitude absolue. Et qui c'est qui revient par la fenêtre, qui est sorti par la porte? C'est Yves Guillou. Qui revient avec une architecture qu'il n'avait jamais faite avant, et qu'il n'a même pas faite lui-même, d'ailleurs. Parce qu'on a vu avec le ciné Guillou, c'est une structure, enfin, c'est une association entre divers architectes, il était associé avec je ne sais pas qui, enfin, et alors maintenant, voilà la dernière image, c'est l'état actuel. J'aurais dû mettre peut-être le dernier truc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le lauréat du concours, il a réalisé le croisement dont je parlais entre l'axe nord et, enfin, le croisement. C'est un T, si on peut dire. C'est un T. C'est pas un croisement. Enfin, il y a quand même une continuité là et là. Bon. Mais il a réalisé ce croisement
sans architecture, ni espace urbain, alors que ici, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'espace sud d'Avelmore, sur un bel espace vert qui suggérait un urbanisme vert, un urbanisme paysager, quelque chose de généreux en nature, en espace public. Alors, je vais revenir après là-dessus. Parce que là aussi, il y a une petite aporie, mais qui pouvait être résolue, et je vais en avoir fini. Et surtout, ce projet-là ne propose pas de maillage territorial. Il n'y a absolument aucune amorce, ni même volonté, je pense. C'est même pas que c'est raté, c'est qu'ils ne veulent pas faire de maillage territorial. Ils ne veulent pas faire un quartier de ville. C'est-à-dire que la ville, c'est du privé et du public, mais ça se caractérise quand même surtout par du public. La cité grecque, si on peut remonter à ça, si je peux me donner une caution célèbre, la cité grecque, c'est pas des bâtiments, hein, c'est des institutions. Des institutions du droit, etc., des choses comme ça. Quoi. Et donc, dont le maillage, dont une rue, une avenue, une orthogonalité, une diagonale, enfin quelque chose, ne sont que des formes signifiantes. Dans le fond, et donc là, on a un grand vide. On a un grand vide. C'est véritablement... Enfin, je dis ça pour essayer de ne pas être que négatif. Non pas que je pense qu'on puisse dire quelque chose de positif de ça, mais pour essayer de comprendre quel est l'état d'esprit. Je pense que l'état d'esprit de ne pas faire. C'est pas qu'ils ont raté, c'est que peu importe que ce soit conscient ou pas conscient, ça on s'en fiche complètement. Il y a une non-volonté de faire un quartier de ville, de faire de la ville. Et donc, je pense que par là, ça rachète la tentative de Bernard Guillouette, qui a essayé, quoi, jusqu'au bout, y compris avec son erreur de diagonale. Mais il a voulu. Il a essayé, il a voulu jusqu'au bout. Il a quand même fait 10 plans comme ça, qu'on fait quelques années, une dizaine, je ne sais pas, peut-être combien il y en a. Oui, quelque chose comme ça. Tandis que là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème dans l'esprit du dessinateur de ça. Aucun problème. Et quand je dis aucun problème, je veux dire qu'il y a des grands exemples urbains qui sont des problèmes. Je veux dire, on peut dire par exemple, la ville de Paris a des embouteillages. C'est un problème. Mais c'est la ville de Paris, quoi. Par exemple, j'ai un exemple tout bête, la ville médiévale. La ville médiévale, tout le monde se précipite pour voir une ville médiévale. Ben, c'est un problème. Hein. C'est pas facile, hein, la ville médiévale. Vous voyez, des problèmes comme ça, on peut les multiplier. Ben, là, il y a. Et c'est peut-être ça qui. C'est peut-être ça qui est le plus difficile, quoi. C'est peut-être ça qui est le plus difficile. Hein. Donc. Alors maintenant, si je regarde rétrospectivement, je dirais que si le quartier a une identité, ben, c'est pas par l'urbanisme, sauf l'avenue de Suffren dont j'ai pas parlé, mais il y avait quelque chose qui me semblait, c'est pas par l'urbanisme, c'est par l'architecture. C'est dommage que ce soit l'architecture d'un seul homme ou d'un seul cabinet. Parce que comme j'ai dit, Gabriel de Villars a peut-être, ça fait incertain, mais il a peut-être inspiré l'idée de mettre en diagonale les deux places d'Avelmore, ici, là, vous voyez, ici, là. En tout cas, c'est quelque chose qui est commun, qui est revendiqué. Donc, l'architecture demeure. Et je dois dire bien sincèrement que j'en suis très heureux, personnellement. Parce que ça se voit
pas seulement quand je vois dans le quartier, je me dis, ah ouais, ce qu'ils ont fait, c'est bien, mais c'est vous. Vous voyez? C'est. Oui, parce que, vous savez, les architectes, on croit souvent prêcher dans le désert, on croit souvent qu'on se pose des trucs un peu abscons, difficiles à partager, mais j'ai l'impression, peut-être vous allez me démentir, mais enfin, j'ai l'impression d'être très bien accueilli. Excusez-moi, j'étais un peu long. On a une couche de 23 jours. Vous avez la parole. J'aimerais bien rebondir sur le distinguo que vous voulez faire en conclusion, sur l'architecte et l'urbaniste, ou sur. Il y a un de vos confrères, Roland Castro, qui disait la ville est un luxe qu'on doit pouvoir offrir à tout le monde. Quand il disait ça, le luxe, c'était bien sûr, il y a une dimension de la ville, c'est un objet qui coûte très cher, par rapport à tout ce qu'il faut prévoir pour payer une chose, mais le luxe, c'est le temps. Et ce qui me frappe là, c'est que la succession des concours empêche la cohérence des projets. Ah non, attendez, excusez-moi, c'est pas. Il y a un concours, qui est le dernier que j'ai montré, qui est celui-là. Oui. Avant, ce sont des études intérieures à l'agence, Oui. sur lesquelles il y aurait beaucoup de questions à se poser sur leur. Comment dire, sur leur. Excusez-moi, je vais me mettre sur laquelle il y a beaucoup de questions à se poser, parce que je pense qu'il n'y avait pas d'interlocuteur entre la ville, entre les décideurs publics et l'architecte. Non mais c'est justement ça. Quand il dit que la ville est un luxe qu'il faut qu'on la rentre dans tout le monde, ça suppose que du côté du politique, il y ait vraiment quelqu'un qui corresponde, qui dialogue avec l'architecte, avec l'urbaniste. C'est-à-dire qu'il faut une volonté. Il ne faut pas simplement de poser des objets comme ça dans un espace qui est complètement différent. Place Farrière, l'espace importe peu, on a des objets à poser, on les pose, et puis après les gens vivront comme ils pourront là-dedans. Et donc, l'architecte et l'urbaniste, s'ils n'ont pas le politique et le temps nécessaire, parce que tout ça prend du temps, ça ne peut pas fonctionner. Alors, il y a différentes façons de faire de l'architecture. Il y a des façons plus ou moins démocratiques. Oui, des façons plus ou moins démocratiques. Et c'est pas parce que c'est plus démocratique que c'est meilleur, croyez-moi. Et là, le résultat, il n'est pas antidémocratique. Hein. Parce que quand vous dites poser des objets, je suppose que vous voulez dire poser des objets de façon autoritaire. Mais là, il n'y a pas d'objet du tout. Non, je ne parlais pas autoritaire, de façon non pensée, non raisonnée. Oui, mais il n'y a pas d'objet du tout. Je ne parlais pas de démocratie. C'est-à-dire, un objet, c'est quelque chose qui a une dignité déjà. Et je veux dire par là qu'il y a des objets autoritaires, et il ne suffit pas qu'ils soient autoritaires pour qu'ils soient bons, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des objets autoritaires, comme j'ai dit tout à l'heure, qui posent des problèmes. C'est-à-dire que la question d'objet autoritaire, même, c'est un petit peu abstrait. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est, par exemple, c'est la notion de problème de quelqu'un qui, par exemple, dans une assemblée, me dit, comme c'est arrivé pas très longtemps, oui, mais cette architecture, c'est pour des privilégiés. C'est pas faux. L'architecture, c'est toujours pour des privilégiés. C'est le luxe qu'il faut pouvoir offrir. Non, j'aime pas le mot luxe. Et surtout, j'aime pas Castro. Non, mais j'assume. Cela dit, la notion que vous avez introduite est bonne. Mais je me permets de pinailler un petit peu sur ce que ça signifie, ce qu'il dit là. Je ne suis pas tellement d'accord sur le fond. C'est pas la forme du luxe. Je suis pas sûr que je suis d'accord avec le fond. Parce que vous pouvez m'en reciter la citation, s'il vous plaît? La ville est un luxe qu'il faut pouvoir offrir à tout le monde. Je récuse absolument la morale qui sous-tend ça.
connaissant ce que ça veut dire chez Castro. Ouais. Et si quelqu'un lambda me disait ça, je dirais, quelqu'un qui ne se référait pas à un nom important, non, je ne suis pas, je suis pas d'accord parce que sincèrement, le mot luxe, c'est un peu comme on dit germano-pratin. C'est ça, vous voyez, c'est les parigots, les Parisiens qui sont au-dessus, qui représentent le luxe, quoi. Je sais pas, c'est la place Vendôme, non, sincèrement, je pense que là, en tout cas, par rapport à ce que je vous ai montré, c'est pas opérant. Ni moi, ni... Non, moi je fais de l'analyse modeste, hein. J'ai quelques travaux architecturaux, mais ni moi, ni surtout Bernard Guillouet, qui a travaillé, n'acceptons, et surtout lui, enfin bon, moi peu importe, n'accepte pas des luxes. Qu'est-ce que t'en penses, Patrice, toi qui as travaillé avec lui? Moi, je pense que là est sous-tendue l'idée, parce que c'est bien, c'est un luxe. C'est ça, je trouve, qui est un peu, qui émerge un peu de cette phrase. La ville est un luxe qu'on peut offrir à tout le monde. Je dirais, la problématique, c'est la bonne construction. Après, qu'on l'appelle comme on veut, c'est autre chose. Mais le vrai problème, c'est on construit bien et on construit pour celui qui y habite. Voilà. Et ça, c'est pas un luxe, c'est la base, c'est le réalisme. Voilà. On fait les choses pour que les gens vivent bien. Voilà. Et autrement, la ville est un luxe, tout le monde, ça suppose aussi que ça peut être raté. Et ça, c'est un problème. Voilà. En fait, on fait les choses pour que ça soit bien. Oui. Et pas pour prendre le risque que ce soit raté. Le luxe, là, c'est un peu le risque qu'on puisse rater la chose. Voilà. Oui, Parce que là, en fait, moi je trouve que dans l'architecture de Bernard, il y a une certaine modestie. Ah mais je Voilà. n'attendais pas que c'était de luxe. Voilà. Ça fait Il y a une dire. certaine modestie, mais finalement, qui rend heureux tout le monde. Et ça, franchement, c'est le but. Attends. Il n'y en a pas d'autre. Hein. je dirais qu'il rend Mais reconnaissant. c'est une modestie, je trouve, l'architecture. Moi je pense Voilà. qu'on est heureux dans le Ouais. Il y a une certaine modestie. qui rend reconnaissant. Qui rend reconnaissant et qui apprécie à sa juste valeur. C'est pas des éloges, C'est pas prétentieux. c'est pas prétentieux. C'est pas prétentieux du tout. Et ça marche. Voilà. Par contre, moi, ce que je trouve que Bernard Guillouet a réussi sur la mort à Vendreau, c'est avoir une vision. Oui. Une vision de ce quartier. Effectivement, ce que je regrette, c'est que ce qui a été construit ensuite, et les logements fonciers, mais je l'appelle fonciers, mais tout le privatif qui était fait, même la Pérouse, etc., c'était fait, on a besoin de mettre du logement, on a mis du logement, on ne s'est pas préoccupé de savoir comment ça allait s'articuler dans le quartier. On n'a pas ce phare-là, orienté au nord, qui est vanté, etc. Aussi, on a dit, bon, on va mettre une place, là, on ne s'est pas préoccupé de l'ouverture du commerce, qui s'ouvre vers l'intérieur, au sud, voilà. Personne n'a imaginé. Alors, est-ce que c'est parce que les architectes et urbanistes, c'est ça qu'on leur a demandé? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, la ville de Vannes, et peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, on va se poser quand on va à Blue Dock, moi je rentre direct un peu de page, mais quand on va à Blue Dock, on se demande, est-ce qu'effectivement, sur Vannes, il y a une vision un petit peu de l'urbanisme de la ville? Moi je m'interroge, j'ai toujours pas les réponses de qui fait quoi là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a un manque.